Alors je suis vraiment très heureuse d'accueillir aujourd'hui à l'auditorium de la Louvière, dans notre belle ville d'Épinal, Ginette Kolinka, qui est une des dernières rescapées de la Shoah. Depuis les années 2000, elle parcourt la France pour témoigner inlassablement de la période nazie. Ce projet a été initialisé par la communauté juive d'Épinal et de Remiremont. Et immédiatement, la mairie a bien voulu être partenaire avec nous et je les en remercie énormément, avec en premier, bien sûr, monsieur le maire Patrick Nardin, ici présent. Alors, on a aussi été aidé par Guylaine Jean-Pierre, qui est le premier adjoint au maire. Et on a aussi, évidemment, fait participer l'Académie de Nancy-Metz avec tous les collégiens ici présents, parce que nous avons pensé qu'ils sont le relais de ce passage de mémoire et qu'ainsi ils pourront, évidemment, le raconter aux générations futures. J'ai eu la chance d'être sorti de l'enfer. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que vous pouvez lire, tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que vous pouvez voir, ne dites pas c'est impossible, c'est pas vrai. C'est non seulement, on peut dire que c'est pas vrai, parce que c'était pire. Et pourquoi tout ça? C'est parce que un monsieur qui s'appelait Hitler haïssait les Juifs. Alors, quand vous avez, que ça soit tout le temps de votre vie maintenant, dès que vous dites « Ah, ceux-là, je les aime », attention, vous vous distinguez des autres, eh bien c'est un pied dans Auschwitz. Il faut se rappeler qu'on n'est que des êtres humains. Il faut se rappeler que juifs, musulmans, athées, on n'est rien. On se ressemble tous parce qu'on est des êtres humains. Alors, Hitler déteste les juifs. Hitler est les juifs. Il est au pouvoir, il gagne la guerre, eh bien, il va mettre son projet à exécution. Il y a quelqu'un qui est devant moi, là, une dame ou un jeune homme, je ne sais pas. Là, devant vous, vous êtes en beige. Comment me voyez-vous? Oh, pas un grand discours, c'est pas ça que je vous demande. Est-ce que vous me voyez normal ou anormal? Normal. Il y a une autre dame qui est à côté d'une dame qui a un pull vert blanc, une veste en léopard, je crois. Vous, madame? Oui, vous tournez la tête. Non, c'est pas vous, c'est à côté de vous. Alors, vous, comment vous me trouvez? On ne peut pas imaginer ce que vous avez vécu. Non, c'est pas ça que je vous demande. Il faut écouter la question. Hein. Vous allez avoir des lignes à faire. Comment me voyez-vous? Comment me trouvez-vous? Normal, je suis d'accord. Cette dame aussi a dit que j'étais normale, je suis d'accord. Tous les matins, je me regarde devant la glace, je dis « Oh, qu'est-ce que t'es belle, Ginette !» Mais c'est quand même... Mais je suis normale. Eh bien, pour ce monsieur Hitler, je n'étais pas du tout normale. Et tous ceux qui faisaient partie de... Je ne peux même pas dire de ma religion, parce que je ne suis pas pratiquante du tout. Alors, quand on n'est pas pratiquant, pourquoi qu'on parle de religion? Bon, eh bien, tous ceux qui faisaient partie de la même religion que moi, on n'est pas normaux. Alors, qu'est-ce qu'il veut tuer tous les Juifs d'Europe? Mais comme on est normaux, je crois qu'on dit normaux, comment qu'il va faire pour nous reconnaître? Alors, en Allemagne, les Juifs
on les faisait promener, alors là vous allez travailler, avec des panneaux qui indiquaient qu'ils étaient juifs. Dans les vitrines des magasins tenus par des juifs, il y avait des panneaux qui disaient « ce magasin est tenu par un juif ». En France, ces vitrines, ces magasins, ces panneaux dans les vitrines, oui, là je les ai connus. Par contre, ce que je n'ai pas connu en France, ce sont les gens qui se promenaient avec des panneaux qui indiquaient qu'ils étaient juifs. Non, en France, ça va être différent. Ils vont nous obliger à aller dans les commissariats de quartier. On va y déposer nos adresses, tous les renseignements qu'ils veulent nous demander. Et on va mettre sur nos cartes d'identité un tampon marqué juif. Monsieur, c'est monsieur, oui. Où est votre carte d'identité? Aussi, dans sa maison. Dans sa maison. Alors, vous auriez été, à mon époque, vous auriez été juif, eh bien, vous auriez répondu à ceux qui vous demandaient contrôle d'identité. Ah non, ma carte d'identité dans ma poche. Ah non, à la maison. Eh bien oui, naturellement, les cartes d'identité, on ne se balade pas avec la carte d'identité au bout de la main. Elle est dans la poche, elle est dans le portefeuille et tout. Mais au moins, on l'a sur soi. Alors, si vous aviez dit c'est à la maison, eh bien, vous auriez été juif et on vous aurait contrôlé. À la maison, eh bien, tu vas aller en prison. Et la prison, pour les juifs, c'était la déportation. Donc, une carte d'identité doit être dans sa poche ou dans un portefeuille. Mais comme Hitler veut nous humilier, il veut montrer à tout le monde qu'on est juif. En Allemagne, je vous ai dit, on les promenait. Alors, en France, ils vont nous obliger à mettre un tampon sur nos cartes d'identité. Et là, c'est pareil. La carte d'identité, elle est dans la poche, elle est dans le portefeuille. Alors, on va être obligé de se procurer dans les bureaux des commissariats une étoile en tissu jaune. Alors là, vous pouvez montrer l'étoile en tissu jaune. Et cette étoile, il va falloir la coudre solidement sur le côté gauche des vêtements et surtout pas s'amuser à le cacher avec une écharpe et tout ça. Alors maintenant, tout le monde voit qu'on est juif. Il y en a qui ont été gênés, humiliés de montrer, oui, ils sont juifs, mais ils n'ont pas envie de le crier sur les toits. Moi, ça m'était égal. Je suis juive, eh bien oui, d'accord, je suis juive, et puis je vais le montrer. Alors, on a cette étoile, tout le monde voit qu'on est juif, et bien il y a des lois qui vont être votées. Et ces lois vont nous enlever les possibilités de travailler presque. Les juifs n'auront plus le droit d'être en contact direct avec les non-juifs. Les non-juifs, on les appelle des ariens. Eh bien, plus de contact direct. Ça veut dire qu'il y a un tas de métiers qui vont nous être interdits. Les médecins, les chirurgiens, les dentistes, les artistes, les commerçants. Plus le droit d'être en contact direct avec les juifs. Dans les bureaux, si le patron acceptait de garder des juifs, pas de problème. Elles sont chez lui, elles ne sont pas en contact avec le public, il a le droit. Et beaucoup, on ne veut pas d'histoire, allez, on renvoie les juifs. Mon père a un petit atelier, il fabrique des imperméables. Il a 2-3 ouvrières, elles ne sont pas juives, il n'a plus le droit de mettre un pied dans son atelier. J'ai 2 sœurs qui font les marchés. Elles sont en contact avec les clients. Interdiction d'être derrière l'étalage. Ginette, il y a des personnes qui vont remplacer les juifs dans ces travaux qu'ils n'ont plus le droit de faire. Ces personnes, on les appelle des administrateurs. Comment sont recrutés ces administrateurs? Est-ce que c'est eux qui vont dire « moi, je veux bien prendre la place des juifs ?» J'avoue franchement, je ne sais pas.
En tous les cas, papa ne peut pas travailler, mes sœurs ne peuvent pas travailler. Ginette, qui ne va pas beaucoup plus loin que le bout de son nez, chouette, papa ne travaille pas, mes sœurs ne travaillent pas. On va toujours être ensemble, alors qu'habituellement, le petit déjeuner, chacun le prend à des heures différentes. Le déjeuner, chacun le prend dans le lieu du côté de lieu où il travaille. On se retrouvait qu'au dîner. La famille chez nous est grande. Mon père voulait absolument un garçon. Et chaque fois que ma mère était enceinte, c'était une fille. Ça fait que je suis la petite dernière des filles. Il a eu 6 filles. Mais il voulait absolument un garçon. Après moi, ma mère a été 7 fois enceinte. Et la 7e fois, un garçon. Et un garçon, des fausses couches, elle en avait fait, c'était des garçons. Cette fois-ci, le garçon est là, Gilbert. C'était 7 enfants, il a son garçon, il est content. On va travailler, mes sœurs sont secrétaires, moi je fais des études normales, et les Juifs n'avaient pas le droit d'aller en faculté, mais par contre, jusqu'au bac, on pouvait y aller. J'ai pas eu le bac. Hein. Quand j'en ai, moi, c'est ce que je dis aux gens qui m'écoutent, moi, j'ai 2 bacs. Eh oui, j'ai les moyens, je les ai achetés. Donc, on va vivre comme ça, avec les restrictions. Je reconnais que j'étais vraiment inconsciente. Est-ce que mon père, est-ce que ma mère, est-ce que mes sœurs aînées étaient comme moi? Certainement pas. Moi, je voyais que le bon côté des choses. Chouette, papa ne travaille pas, mes sœurs ne travaillent pas. Je ne m'inquiète pas. Et alors, comment va rentrer l'argent? Non, ce que je vois, on va toujours déjeuner, dîner ensemble, on va toujours être ensemble. Je vais pouvoir me promener avec mes sœurs aînées, avec mes sœurs, mais c'est extraordinaire. On va rester comme ça jusqu'en 42. En 1942, un monsieur vient nous trouver. Il montre ses papiers, il travaille à la préfecture de police. Il a trouvé sur son bureau un dossier qui nous concernait. Là, mon père commence à s'inquiéter. Commissariat, ça peut aller, mais si ça va jusqu'à la préfecture, ça c'est un peu... Ce monsieur nous prévient, vous êtes dénoncé, vous êtes communiste et vous êtes juif et communiste, attention, on va vous surveiller de très près. Hitler avait très peur des communistes. Pourquoi? Parce que communiste disait beaucoup de résistants parmi les communistes. Donc, résistants, ce sont des sabotages. Résistants, communistes, c'est de la propagande. Quand ils pouvaient arrêter un communiste, et vous pensez bien qu'il ne se gênait pas. Donc ce monsieur nous prévient, vous êtes juif, vous êtes communiste, attention, vous allez être surveillés de très près. On habitait Paris, mon père n'a jamais voulu quitter Paris, mais nous on craint rien, nous on est français, moi j'ai fait la guerre de 14, je suis né à Paris, maman, non, maman est née en Roumanie, mais elle est arrivée très très jeune. Elle parle le français comme moi je parle. Mes sœurs aînées sont mariées avec des jeunes gens qui font la guerre de 39-40. Il y en a même un qui est prisonnier de guerre. Papa n'a pas du tout l'intention de bouger de Paris. Nous, on est français, nous, on ne craint rien. Il y en a qui sont partis, ceux qui étaient étrangers, et même d'autres aussi, les Français qui sont partis, parce qu'ils sentaient venir le malheur, peut-être qu'ils avaient essuyé ça avant d'arriver en France, je ne sais pas. En attendant, il y en a qui ont quitté la France, il y en a qui sont partis en zone libre. Vous vous rappelez, peut-être pas, la France, quand Hitler a été vainqueur, il a coupé la France en 2. Le nord de la Loire, c'était zone occupée. Le sud de la Loire, c'était zone libre. Entre zone libre et zone occupée, c'est comme si c'était 2 pays différents. En plus, quand on avait été se faire recenser et on n'avait pas le droit de quitter
le secteur où on s'était fait recenser. On avait le droit, mais il fallait prévenir les autorités. Je dois partir. Il fallait trouver des bonnes excuses, des excuses valables, et on avait des laissez-passer. Donc, nos cartes d'identité ne vont pas nous servir. Au contraire, elles vont nous nuire. On ne va pas les déchirer. Quand on déchire quelque chose, il y a des petits bouts de papier qui peuvent rester, c'est dangereux. On va les brûler et on va trouver des faux papiers. Tant qu'à faire d'avoir des faux papiers, on va trouver des papiers avec des noms de consonances bien françaises. On peut être étranger sans être juif, mais il vaut mieux ne pas prêter à poser des questions, un nom comme ça, d'où il vient. Non, on va prendre un nom de consonance bien française. On a des amis qui sont de bons français, ils vont nous prêter leur nom, mais surtout, ils vont nous indiquer le nom et les adresses des églises où ils se sont fait baptiser, première communion, et leurs parents se sont mariés. Donc, on va avoir 3 adresses d'églises. Les églises, ça ne déménage pas. Si les nazis veulent contrôler, ils peuvent contrôler. Papa veut nous faire passer la ligne de démarcation, mais il ne veut pas qu'on passe tous ensemble. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il va nous partager en 4 groupes. Mais par contre, il y aura un point de ralliement, Aix-les-Bains. Et on s'est tous retrouvés à Aix-les-Bains. Alors ça s'est bien passé. Ah non, ça s'est bien terminé et ça ne s'est pas bien passé pour toutes. 2 groupes, aucun problème. Tout ce qui était prévu est arrivé. Un groupe, c'est mon père, ma mère, ma sœur. Ils ont rendez-vous avec un cheminot. Ils habitent Paris, ils vont aller à la gare de Lyon, ils vont prendre un train, ils seront dans une certaine voiture et dans un certain wagon. Et quand ils vont arriver à Lyon, qui est zone libre, eh bien, il y a quelqu'un à la descente de ce wagon qui va les prendre en charge. Ils vont prendre le train, ils arrivent, ils sont à la gare, ils arrivent à Lyon, ils vont descendre, ils sont dans le bon wagon, dans la belle voiture, ils descendent, personne. Les gens qui étaient arrivés à Lyon sont tous petit à petit ont quitté la gare. Ma mère, mon père, ma sœur se retrouvent 3 personnes seules sur un quai de gare alors qu'ils n'ont pas le droit d'y être. Ma mère, quand elle raconte cette histoire, on est resté des heures. Non, il y a le témoin, papa, ma sœur, mais non, maman, t'es pas resté des heures. Ça nous a semblé très, très long parce qu'on avait peur. Mais ce monsieur avait un petit peu de retard, il les a pris en charge. Je suis avec 2 de mes sœurs. Nous, on doit retrouver notre passeur à Angoulême, au buffet de la gare. Le train nous emmène à Angoulême. On va aller au buffet de la gare. Il y a un petit peu de monde. Le train a quitté la gare d'Angoulême. À partir de ce moment-là, toutes les issues du buffet de la gare surveillées. Gendarmes français, gendarmes allemands, contrôle de papier. On n'a pas peur, on est jeune, on est inconsciente, insouciante, mais moi, je suis obligée d'avouer à mes sœurs, que j'ai dans ma poche une pièce d'identité avec mon vrai nom. Ne te casse pas la tête, demande d'aller aux toilettes, et puis, alors oui, c'est vrai, la sentinelle m'accompagne. Elle n'est pas rentrée avec moi dans les toilettes, elle m'attend derrière, devant la porte des toilettes. Je ne sais plus si j'avais le droit de fermer les toilettes ou pas, mais chose certaine, c'est que la sentinelle est devant. Elle ne regarde pas. Mais moi, je me dégonfle. Si je déchire cette carte, c'est un carton assez épais, ça va faire du bruit. Il va entendre. C'est dangereux. Alors, je reviens
mes sœurs étaient encore dans le couloir à attendre de rentrer dans un bureau pour vérification de papier. Non, ça n'a pas marché, j'ai ma carte. Avec nous, dans le rang après nous, ça j'avoue franchement que je ne me rappelle pas du tout, il y avait une dame. Est-ce qu'elle nous a entendu parler en tous les cas, quand j'ai dit à mes sœurs que j'avais cette carte et que je ne savais pas quoi en faire, ben écoute, tu n'as pas pu l'acheter dans les toilettes, on va la déchirer et puis on va se partager les morceaux, puis on va les avaler. Je ne sais pas si vous avez déjà avalé des papiers, mais des papiers glacés comme une carte d'identité. Eh bien, quand c'est dans la bouche avec un petit peu de salive, ça va devenir une boule de pâte. Mais cette boule de pâte, il faut l'avaler. Et quand vous n'avez pas un petit bout de papier tout petit, il va passer facilement avec la salive. Mais quand c'est une grosse boule de papier comme ça, ben la salive, elle ne suffit pas. Donc, on avait du mal à avaler cette boule de papier. Et cette dame qui était avec nous, ou à côté de nous, elle avait avec elle une petite bouteille avec de l'agnole. Et elle nous a passé sa bouteille. Alors, maintenant, c'est pas que je suis alcoolique, mais c'est pas la petite quantité d'alcool que j'ai bu qui m'aurait rendu euphorique comme ça a fait. Mais j'avais jamais bu ne serait-ce qu'une petite goutte de vin, donc je bois cette petite goutte d'alcool, ça m'a rendu euphorique. Maintenant, ça y est, ils sont devant nous. Vous êtes juive. Mais si j'avais pas bu cet alcool, mais j'aurais tremblé de peur. Mais ça y est, on est découvert. On savait, tous les Juifs savaient que s'ils étaient arrêtés, c'était pour aller dans un camp de travail. Donc, j'aurais dû avoir peur. Eh bien non, pas du tout. Je suis sous l'effet de cet un petit peu d'alcool. Ah ben voilà, ça y est, vous m'avez baptisé. Mais naturellement que non, je ne suis pas juive. Ah ben alors, quelle horreur. Ah ben non, vous avez qu'à vérifier. On a été baptisés là, on a fait notre première communion là. Et ils nous ont gardés quand même en prison. On est resté quelques jours en prison à Angoulême. C'était pas des cellules, c'était une salle commune. Il y avait des jeunes, il y avait des personnes, il y avait des femmes. On était assez mélangés. Et entre jeunes, on se retrouve enfermés. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On connaît les mêmes chansons, on blague. Il y a même des petits flirts qui sont... Et les nazis qui nous avaient arrêtés, ça on ne savait pas, nous observaient. Alors, à un moment donné, je ne sais pas combien de temps qu'on est resté, 3 jours, 4 jours, je ne m'en souviens pas, ni même ce qu'on a fait. Je me rappelle, c'est que quand on avait le droit de sortir un peu dans la cour, ma sœur et moi, on faisait partie des auberges de jeunesse, on organisait des petits jeux. On n'était pas dans des cellules, on était dans une salle commune. Ben, on chantait et on connaissait tous ces chansons. Donc, ces messieurs nous observaient et au bout de 2-3 jours, ils nous ont reconvoqués, on a vérifié, vous n'êtes pas juive, vous pouvez partir. Est-ce qu'ils ont vérifié? Mais d'ailleurs, même, on n'aurait même pas dû vous vérifier. On voyait bien que vous n'étiez pas juive. Vous pensez bien que les juifs, on les a vus, ils sont toujours en train de pleurer. Mais vous riez, on vous voyait chanter, on voit bien que vous n'êtes pas juive. Tu peux raconter tout ce que tu veux. Ils nous ont relâchés. On est passé par Chalon-sur-Saône et on a retrouvé le reste de la famille à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, ce n'est pas le point final. On était Aix-les-Bains pour se retrouver. Et comme maintenant on s'est retrouvés, on va partir pour Avignon. Ma sœur aînée avait des amis à Avignon. Elle leur avait demandé de nous trouver un lieu où on pourrait vivre ensemble parce que la famille est grande et on veut rester ensemble. Ils nous ont trouvé quelque chose à côté d'Avignon, à Montfavet. Un monsieur, il a une grande propriété, il va nous louer tout son premier étage. Elle existe encore, cette propriété. C'est devenu un grand hôtel. Donc,
il nous loue son premier étage. Pendant 3 mois, on va vivre chez lui, mais papa n'a plus d'argent. Quand il est parti, il en avait un peu, mais les passeurs, et puis la vie, et puis il fallait bien se nourrir et tout. Donc maintenant, ça devient tragique. Il faut absolument qu'on trouve du travail. Avignon n'est pas une ville industrielle. On se renseigne. J'ai 2 sœurs qui sont secrétaires. Moi, j'ai fait 1 an d'école commerciale. J'ai eu un petit diplôme, mais je n'ai jamais travaillé. Mes sœurs, oui, elles travaillent. Toutes les 3, on cherche du travail. À Avignon, il n'y a rien. Mais il y a des personnes qui nous conseillent d'aller à côté d'Avignon, à Vedène. Il y a une grosse boîte de Paris qui, dès le premier jour d'occupation allemande, a quitté Paris avec les ouvriers qui voulaient les suivre, les bureaux, et ils ont été s'installer à Vedène. Peut-être c'est à côté d'Avignon, peut-être que là, vous auriez une chance. On a écouté leurs conseils, on est devant le chef du personnel. Mes sœurs, oh mesdemoiselles, mais c'est même pas la peine d'attendre la semaine prochaine. Vous pouvez commencer demain. Du personnel qualifié, on n'en a jamais assez. Mais vous, mademoiselle, c'était moi qui parlais, vous nous dites que vous avez un diplôme. Là, on n'est pas obligé de vous croire, mais vous pensez bien qu'on va vous faire des tests. Mais vous dites que vous n'avez jamais travaillé, que vous êtes débutante. Eh bien, nous aussi, on a nos débutants et on n'a pas besoin de vous. Peut-être que j'ai la larme à l'œil, peut-être que ce chef de personnel, d'un seul coup, réalise, il a des jeunes filles, il connaît un petit peu l'histoire de... Il va m'embaucher aussi. Alors maintenant, ça y est, on est 3 à pouvoir trouver du travail dans les bureaux. Pendant que mon père était à Avignon, n'oubliez pas qu'on n'habitait pas à Avignon, il se renseignait un peu partout et il est entré en contact avec le maire d'Avignon. Ils ont sympathisé, peut-être qu'ils étaient de la même opinion politique. Ce monsieur le maire, à mes sœurs, qui a été marié avec enfants, il leur a procuré un petit logement à chacune. Et à nous, mon père, avec la femme et les filles et les célibataires, il nous a procuré une maison en plein centre d'Avignon, rue Joseph Vernet. La maison était vide. Pourquoi? On n'en sait rien. Elle n'est pas tellement agréable à regarder. Ma mère a énormément de goût. Un petit rideau, un petit bout de papier peint et vas-y que je te change l'allure de la maison. Ils ont fait les brocantes. Alors naturellement, je reconnais que pour mes parents, ça a dû être très, très, très dur. Ils ont laissé à Paris, dans l'appartement, ils avaient mis toute une vie pour monter un intérieur, et puis ils ont tout laissé. Alors là, maintenant, on est à Avignon, il faut meubler la maison. Il n'y a pas 3 chaises pareilles, il n'y a pas 3 assiettes pareilles, il n'y a pas 3 couverts pareils. Mais quand on est jeune, on s'en fout de tout ça. Mais pour mes parents, ça a dû être dur. Et c'est seulement, il n'y a pas tellement longtemps que j'ai réalisé tout ça. Parce que nous, on s'en foutait, les filles. On dormait sur un matelas par terre, mais on est très très bien sur un matelas par terre. Voilà, les assiettes, vous savez, à notre époque, il y avait les assiettes du dimanche et puis les assiettes de la journée. Ben là, il n'y avait même pas 3 assiettes pareilles. Mais nous, on s'en foutait de ça. On va rester comme ça jusqu'en 1943. En 1943, la France est complètement occupée. Cette grosse boîte qui s'appelait Péchinet n'a plus de raison de rester en zone libre. Ils remontent sur Paris, ils veulent bien emmener leur personnel. Il y en a qui les ont suivis, mais nous, on ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on ne va même pas chercher du travail dans les bureaux. En 1942, on a eu du mal. En 1943, ça sera certainement pareil. Mais on n'a même pas cherché. Pourquoi? Parce que l'aînée des 3 femmes qui travaillaient dans les bureaux était mariée
Et son mari a commencé à faire les marchés. Et il se défendait très bien. Eh bien, sa femme va faire les marchés avec lui. Et puis, nous, le maire d'Avignon, vous vous rappelez qu'il avait sympathisé avec papa, il nous a procuré une place sur les remparts d'Avignon. Tous les matins, on déballait, c'était toute la journée, et le soir, on rentrait avec les invendus. C'était agréable. On a fait ça jusqu'au 13 mars 1944. 13 mars, en plein hiver. Mais en Provence, dans le Midi. Il y a des journées d'hiver ensoleillées. Ce jour-là, le 13 mars, c'est une journée ensoleillée. Alors, ensoleillé, c'est très bien, mais quelquefois, ça doit être ensoleillé, mais pas chaud. Eh bien, là, c'est une journée ensoleillée et les rayons du soleil commencent à chauffer. C'est l'heure d'aller déjeuner. Je suis habituellement avec ma sœur. Elle est partie la première la veille, déjeuner. Et bien, le lendemain, c'est moi qui vais partir la première. Ce jour-là, on a une cousine qui est venue nous rendre visite. Alors, on est 3. Alors, qui va partir la première? Toi, moi, elle, on tire au sort. Le sort désigne Ginette. C'est moi qui dois partir la première. Mais moi, Ginette, je suis grassouillette. Moi, je veux faire du régime, mais je n'ai pas le courage, je n'ai pas de volonté. Eh bien, ce 13 mars, c'est tout à fait une journée indiquée pour commencer le régime. Ça m'amuse quand je dis ça parce que j'ai vraiment commencé. Alors, il fait beau, il y a le soleil. Eh bien, c'est mon tour, puisque c'est moi qui ai tiré au sort et qui dois partir la première. Eh bien, non. Moi, je ne pars pas la première. Moi, aujourd'hui, je ne déjeune pas. Je vais vivre sur mes réserves. Ça ne me fera pas de mal. Et vous, les frangines, la cousine, vous prenez ma place. Pendant ce temps-là, moi, je vais bouquiner. Il n'y a pas beaucoup de clients à cette heure-là. Me dorer au soleil, bouquiner. Elles s'en vont. Elles reviennent au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, en me vantant la qualité du repas. Oh, Ginette, t'as tort. Oh, Ginette, il y a ci. Oh, Ginette, il y avait ça. Ben, Ginette, elle est gourmande. La ligne, le soleil, eh ben, tant pis, ça sera pour une autre fois. Je vais à la maison. On n'est pas loin de la maison, les remparts, peut-être 10 minutes à pied. Je n'ai rien vu de spécial et je ne regardais pas non plus. J'arrive devant la maison. Ça, je suis certaine. Il n'y avait rien. Mais s'il y avait eu quelque chose, je serais rentrée quand même. Hein. J'ouvre la porte, il y a 3 messieurs qui sont là. Il y en a un sur la droite, je le vois de dos, je le vois de profil, habillé tout à fait normalement. Il n'a pas ouvert la bouche. Mais sur sa gauche, il y avait 2 messieurs. 2 messieurs habillés, manteau de cuir, chapeau de cuir. La Gestapo est à la maison. Et la Gestapo savait qu'il faisait tellement peur à tout le monde, même en pleine canicule, ils gardaient leur manteau de cuir et leur chapeau. La Gestapo est à la maison. Et devant la Gestapo, il y a mon père, qui avait 61 ans. Mon petit frère avait 12 ans. Et il y avait mon neveu qui avait 14 ans. Les enfants, à l'époque, il n'y avait pas de cantine. Ceux qui n'habitaient pas très loin de leur bâtiment scolaire rentraient déjeuner le midi. Et puis ceux qui étaient loin, ils emmenaient leur casse-croûte. On n'est pas loin de l'établissement scolaire. Jojo, Gilbert étaient venus déjeuner. Ils ne sont jamais repartis dans leur établissement scolaire. La Gestapo est là. Moi, je m'amène le bec enfariné. Qui a prononcé le mot juif? Est-ce que c'est papa qui m'a dit « on a été dénoncés, ils viennent nous arrêter parce qu'on est juif ». Est-ce que c'est la Gestapo, vous êtes juif, on vient vous arrêter, mais j'entends le mot juif. Vous vous rappelez, quand on a passé la ligne de démarcation, vous êtes juive. Qu'est-ce qu'on a dit? Mais non,
on n'est pas juif. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont mis en prison. On est resté quelques jours, pas longtemps, et puis ils nous ont relâchés. Moi, je pense que là, ça va être pareil. Mais non, on n'est pas... Ah, mais non, là, c'est pas pareil. Là, il y a 3 personnes du sexe masculin. Il y a que moi, comme jeune fille. Et la Gestapo connaît la coutume chez les Juifs. On a un bébé du sexe masculin vient au monde, on pratique la circoncision. Ils connaissent les coutumes. On est dénoncé parce qu'on est juif. Moi, je dis, mais non, on n'est pas juif. Eh bien, ils vont contrôler. Ils ont emmené papa, Gilbert, Jojo, dans la cuisine. Ils les ont fait déculotter. Ils étaient circoncis immédiatement. Ils nous ont jetés dans une voiture. La traction, avant, c'était la moyen de locomotion de la Gestapo. Quand moi, je suis arrivée pour rentrer dans la maison, il n'y avait aucune voiture. Mais même si j'avais vu une traction, je serais rentrée quand même. On était tranquilles, les gens avaient l'air de croire ce qu'on leur racontait. Alors, la Gestapo est là, ils contrôlent, on est juifs, les tractions sont là, ils vont nous jeter dans la première traction qui est là, et j'ai le temps d'apercevoir derrière cette première traction une autre traction. Et dans cette autre traction, il y a un jeune homme. Et ce jeune homme faisait partie de la Gestapo. Nous, on a été arrêtés. J'ai toujours cru que ma sœur et ma cousine avaient été arrêtées. Je ne les ai jamais vus. Mais c'était normal que je ne les vois pas. Pourquoi? Parce que j'ai appris que le camp de Birkenau était très grand. Je ne le savais même pas, moi. Je l'ai appris que quand j'ai été rapatriée et que je suis retournée en visite, si l'on peut dire. Il est immense. Mais nous, on ne voyait pas qu'il était immense. On passait quelquefois devant des portes, mais ces portes, c'était des coupe-feux. Alors donc, mais moi, je voyais une porte, je pensais que j'étais dehors, en dehors du camp. Alors, on va être... Ils vont nous... la Gestapo est là, ils vont nous embarquer, on va être arrêtés, première nuit, on dort en prison à Avignon, on est le 13 mars 1944. Le lendemain, on nous réveille, vous ne restez pas là. Il y avait un car qui était plein de juifs qui avaient été arrêtés pour ci, pour ça. On va compléter ceux qui étaient déjà là. Et ce car va nous emmener à Marseille. Là, dans ce car, on est mélangé, les femmes, les enfants, les hommes. On va arriver à Marseille, prison des Baumettes. Là, on est séparés. Les hommes vont aller d'un côté, les femmes, et on va aller de l'autre. Et on va nous emmener dans une salle, et dans cette salle, il n'y a personne, il n'y a qu'elle est vide, sauf des tables qui sont parallèles à un mur. Nous, on est devant ces tables. D'abord, avant d'être devant ces tables, on est déjà groupés. La Gestapo exige un rang avec les nazis, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un pied devant, un autre derrière. Un rang, c'est un rang. Il faut être impeccable et au garde à vous. On reçoit des petits coups de pied dans les talons, on reçoit des coups de pied dans les doigts de pied, on est comme ils veulent, on est en rang au garde à vous. Et les ordres arrivent. Déshabillez-vous. Alors on a des manteaux, on a des jupes. Schnell, ça veut dire qu'il faut enlever tout ça. Alors, on a enlevé les manteaux, on a enlevé les jupes, on a enlevé les pulls verts. Toutes les femmes portaient des combinaisons à l'époque. Eh bien, il faut enlever la combinaison. Donc, on se retrouve en culotte et soutien-gorge. Eh bien, ils vont exiger de nous la nudité totale. Ces nazis avaient pensé à tout. Jusque-là, pas un coup.
que des humiliations. Et bien maintenant, ils vont continuer l'humiliation en nous mettant nus. Peut-être que vous, ça vous ferait rien d'être nus. Nous, on a été élevés d'une façon très, très pudique. Je n'ose pas regarder personne. Je suis nue, j'ai 2 mains, je cache mes seins, je cache mon sein, je regarde mes doigts de pied, mais de temps en temps, j'ouvre quand même les paupières. Et je peux vous dire que j'ai découvert... Alors là, j'ai une photo, vous la verrez peut-être pas, enfin si, vous pouvez la voir, où j'ai découvert que des personnes avaient des corps différents. On n'a pas tous le même corps. Moi, jamais j'aurais cru qu'il y avait des femmes qui avaient des ventres comme ça, qui avaient des poitrines comme ça. Non, moi je pensais qu'on avait tous pareil. Et c'est là que je découvre que c'est pas vrai, on n'est pas tous pareils. Alors maintenant, ça y est, je ne suis pas là à regarder tous les corps. Hein. On est maintenant, je suis devant la table où il y a 2 femmes derrière cette table. Je suis là, je suis nue, très très gênée, et toujours je me cache. Et à côté, il y en a une, elle a un registre. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Est-ce que c'est elle? Je n'en sais rien, mais on donne nos coordonnées. L'autre à côté, alors que je cachais mes seins, prend mon bras brutalement. Alors d'accord, je suis comme ça maintenant, toute nue, et je suis malade, honteuse d'être nue. Et sur mon bras, elle me met un numéro. Je dis toujours un beau numéro parce que je suis tombée sur quelqu'un qui était doué. Tous les chiffres de mon bras, alors les chiffres 78 599. À quoi correspondent ces chiffres? Je dis toujours, il faut que je demande aux historiens, j'en sais rien. Et j'oublie toujours de demander, est-ce que je suis la 78 500 et quelques de ce jour-là? Je ne sais pas. En attendant, j'ai été tatouée. Il y a des personnes, des femmes qui ont frotté. Elles pensaient que ça allait partir. Non, non, ça ne part pas, c'est bien profond. Et maintenant qu'on est tatoué, on va nous emmener dans une autre petite pièce. Vous avez des femmes derrière un tabouret. À tour de rôle, on va s'asseoir sur ce tabouret et vous voyez le tableau. Vous avez, vous, assis sur un tabouret, toutes les femmes que vous ne connaissez pas qui attendent leur tour et qui regardent, et vous allez avoir la personne qui va s'accroupir devant vous, qui va vous écarter les cuisses et qui va vous enlever les poils du sexe. Tout était fait pour nous humilier. Et je ne sais pas, pendant que je parle, si vous voyez le tableau, mais je peux vous dire que c'est affreux. Vous connaissez, vous êtes des jeunes, il y a des personnes plus âgées, vous les voyez, c'est affreux ça. Et Hitler, c'est ce qu'il voulait, nous humilier. Alors maintenant, ça y est, on a été tatoués, on nous parle de nous emmener à la douche. On nous a rasés aussi, hein. On a tatoué et on nous a emmenés pour nous raser. Alors on n'a plus de cheveux, plus de poils. Et maintenant, on nous parle de douche. Alors la douche, vous pensez bien qu'on est contente, hein, parce qu'on ne s'est pas lavé dans les wagons pendant 3 jours, 3 nuits. Là, ils viennent de nous raser, ça colle sur la peau. La douche, bravo, tant mieux. Alors on est maintenant dans la salle de douche. On ne nous a pas donné de savon, on ne nous a pas donné de gants de toilette. On est un petit groupe, le reste est resté dans la pièce à côté. Et le petit groupe, on est là, 4-5, sous une pomme de douche, et on attend. Rien, pas d'eau. Maintenant, ça y est, l'eau commence à couler. Alors, je ne sais pas dans quel rythme. Elle est glacée. Tout le monde hurle. On a à peine fini de hurler, elle est brûlante. Tout le monde hurle et on est à peine mouillé. On nous chasse dans une pièce à côté. Normalement, dans la salle, quand on a pris la douche, quand ils nous ont poussés dans cette salle pour attendre que tous les autres aient pris leur douche, on aurait dû trouver des serviettes. Eh bien, on n'en a pas trouvé.
Il n'y en avait pas. Mais il n'y en avait pas besoin. Toutes les vitres étaient cassées et ça faisait des courants d'air. Donc, alors maintenant, on est tous rassemblés. On n'a pas encore, tout le monde n'a pas pris sa douche qui n'en était pas. Et il y a des gens qui commencent à bavarder. On demande à celles qui nous ont rasés, à celles qui nous ont tatoués, à celles qui nous ont enregistrés. Alors, vous êtes là depuis longtemps. Quand est-ce qu'on va voir nos familles qui sont montées sur les camions? Les officiers nous ont dit, vous allez tous vous retrouver dans le camp. Eh bien, on est dans le camp. Alors, quand est-ce... Et ces femmes qui sont là depuis longtemps, qui oublient comment, quand elles se sont retrouvées comme nous, en arrivant leur réaction, elles ont complètement oublié. Elles ne sont plus des êtres humains. Alors, contente, presque contente, elles nous montrent des fumées, de la cheminée. Mais nous, on les avait déjà vus, ces cheminées, ces fumées. Bon, quand on a quitté les wagons, il y a eu une sélection, c'est-à-dire qu'ils ont trié les gens. Il y avait une partie qui est partie à pied, c'était les jeunes, les costauds. Elles sont parties à pied, mais il y avait une très très grande partie qui était montée sur les camions, parce que naturellement, il fallait traverser le camp et c'était les champs, donc c'était très pénible. Donc les personnes qui avaient du mal à marcher, les nazis nous ont proposé de monter sur les camions qui étaient là à notre disposition. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai poussé papa et Gilbert, quand j'ai appris qu'on avait des camions pour les personnes qui avaient des difficultés pour marcher. Moi, j'ai dit à papa, qui pour moi était vieux, et puis mon petit frère qui s'était trouvé mal, prenez le camion, papa Gilbert. Eh bien, papa Gilbert, ils m'ont écouté, ils sont montés sur les camions. Alors maintenant, on nous dit qu'on va se retrouver. Alors moi, je ne peux pas vérifier. Papa, Gilbert, c'est le sexe masculin, et dans les camps, les hommes ne sont pas avec les femmes. Mais il y a des femmes qui étaient avec leur grand-mère, avec leur tante et tout, et elles étaient montées sur les camions, elles ne les ont jamais revues. Parce que ces femmes qui étaient là depuis longtemps, quand on leur a demandé quand est-ce qu'on les verrait, comme c'est plus des êtres humains, elles étaient presque contentes de nous dire « Vous voyez la fumée? Vous voyez les cheminées? Eh bien, c'est eux. » Quoi, c'est eux? Qu'est-ce que c'est que ça, c'est eux? Oui, oui, c'est eux, c'est leur corps. On les a gazés, on les a assassinés, et maintenant, c'est leur corps qui brûle. Mais aucune de nous n'a cru ces femmes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Mais elles nous prennent pour des demeurés, elles nous prennent pour des imbéciles. On ne tue pas des gens qui sont bien portants. Mais non, elles se vengent, elles sont jalouses. Nous, on vient d'arriver. Et malheureusement, elles ne se vengeaient pas. C'était vrai. Ces femmes, tout de suite, nous ont prévenus, mais après, dans le camp, on en a rencontré d'autres, et les autres aussi ont dit la même chose. Ils ont assassiné, rien que parce qu'ils étaient juifs, des femmes, des enfants. Hitler voulait tuer tous les juifs. Mais par contre, il avait besoin de juifs pour faire vivre le camp. Et alors, il avait des critères. Il estimait qu'entre 15 et 45 ans, c'était valable pour travailler. Moins de 15 ans. Est-ce qu'il y en a qui ont moins de 15 ans? Il y en a? Eh bien, levez-vous. Eh bien, attendez, n'en profitez pas n'en profitez pas, parce que ce que je vais vous dire, eh bien, c'est affreux. Vous avez vu comment que vous êtes debout tous, parce que vous avez moins de 15 ans. Eh bien, moins de 15 ans, les nazis les ont assassinés. Ils estimaient que... Vous pouvez vous rasseoir. Ils estimaient que moins de 15 ans, on n'était pas capable de travailler. Alors, puisque tu n'es pas capable de travailler, on ne va pas te nourrir. Donc, on va te tuer. Et
pour tuer, eh bien, il y a ces fameuses chambres à gaz. Il y avait aussi ceux qui étaient trop vieux. Alors, là encore, je ne demande pas aux femmes plus de 45 ans, parce que c'est vexant, c'est gênant d'avouer qu'on a 45 ans. Mais pour les femmes, si tu as plus de 45 ans, tu es trop vieille. Tu n'es pas capable de travailler. Alors, pour les hommes, c'est 50 ans. 15 ans, 50 ans. Et tous sont partis dans les chambres à gaz. Alors, naturellement, personne n'est sorti des chambres à gaz pour dire ce qui s'y passait. On a appris très longtemps après, sans savoir exactement. Alors maintenant, la sélection a été faite. Ceux qui étaient capables de travailler, on va nous habiller. Les déportés, normalement, les déportés politiques avaient des robes rayées. Mais les déportés politiques. Et nous, on n'est pas des déportés politiques, on est des déportés juifs. Donc les juifs ne vont pas avoir droit aux vêtements rayés. Les juifs, on va être habillés avec les vêtements que les juifs, quand ils ont été arrêtés, on leur a dit « prenez quelques vêtements, vous en aurez besoin ». Alors il y en a qui ont pris ce qu'elles avaient de plus beau, il y en a qui ont pris ce qu'elles avaient de plus moche. Ces bagages étaient dans les wagons. Quand on est descendu des wagons, on n'avait pas le droit de prendre les bagages avec nous. Mais par contre, ces bagages ont été pris par un commando qui emmenait tous les bagages dans un coin du camp de Birkenau. Alors, ceux qui faisaient ce travail-là, c'était les gens du Canada. Et quand ils emmenaient les bagages dans le camp, cette partie du camp s'appelait aussi Canada. Quand les bagages arrivaient dans le coin du Canada, les gens qui y travaillaient ouvraient les valises, ouvraient les paquets et triaient. Si c'était bien, ça partait en Allemagne. Si c'était taché, abîmé, décoloré, pas déchiré, mais d'un triste état, pour les Juifs, c'était largement suffisant. Donc nous, on n'était pas habillés avec des vêtements rayés. On m'a maintenant, alors, au début, jusque-là, on a été, vous ne m'avez pas entendu dire, on va aux toilettes. Dans les wagons, quand on a commencé à avoir des besoins, on pensait trouver une petite pièce sur le côté du wagon, et puis on s'enferme et on fait ce qu'on a à faire. Eh bien, on n'a jamais trouvé de petites pièces dans les wagons. Mais par contre, un seau. Alors, on a compris, ce seau, c'était pour se soulager. Mais ce seau, on ne l'avait pas vidé. Ça fait qu'au bout de 2-3 jours de voyage, eh bien, le seau était plein. Quand il y avait des secousses, ceux qui étaient à côté de ce seau recevaient des éclaboussures. Eh bien, en fin de parcours, quand les gens voulaient se soulager, ceux qui étaient autour les chassaient. Ah non, terminé. Alors, résultat, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, la fin du parcours, on a terminé en faisant nos besoins sous nous. Alors, imaginez l'odeur. Vous avez des personnes qui ne se sont pas lavées pendant 3 jours, 3 nuits. Vous avez des personnes qui ont fait leurs besoins sous eux. C'était une infection. Dans notre wagon, on n'a pas eu de chance. Quand nous, on est rentrés dans notre wagon, on était dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que notre wagon n'avait pas de fenêtre. Il y a des wagons où il y avait des fenêtres. Alors, quand il y avait des fenêtres, naturellement, il y avait des grillages, il y avait des barreaux, mais au moins, ils ont vu le jour, ils ont vu la nuit. Nous, vous avez montré le wagon, un wagon comme ça. Donc, nous, le wagon était fermé et on n'a rien vu de tout ça. Mais par contre, cette odeur, alors maintenant les portes ont été ouvertes, c'était extraordinaire. Alors maintenant, on était descendus, on n'a toujours pas été aux toilettes, on nous emmène aux toilettes.
On va faire nos besoins, on n'a toujours pas trouvé. Enfin, on nous emmène aux toilettes, on pense qu'on va trouver des toilettes. On va chacun être isolé dans un petit coin, on va faire ce qu'on a à faire, et puis on va partir. On arrive dans une baraque, il y a encore des personnes qui n'ont pas terminé ce qu'elles étaient en train de faire. Je vois une femme assise. Alors, vous avez trouvé un socle avec des trous? Ah oui, ça j'ai trouvé. Eh Oui, ben oui. alors, tâchez J'ai de le trouvé, mais trouver. ça va arriver. Alors, on voit, il y a des femmes qui sont là, assises, côte à côte, dos à dos, en train de faire leurs besoins. C'est dégoûtant, c'est affreux. Et qu'est-ce que je vois? Il y en a une de ces femmes qui est dans mon point de mire, elle est en train d'uriner dans ses mains et elle se lave les fesses avec ses urines. Quelle horreur! Quelle horreur! Tous les noms d'oiseaux que je connais, elle y a eu droit. À côté d'elle, il y avait quelqu'un. Sur le moment, j'avais l'impression que c'était une statue. Elle ne bougeait pas. Et puis quand même, elle a bougé. Et cette femme, elle faisait ses besoins. Elle avait donc enlevé sa culotte et on voyait les os du bassin. Je voyais les vertèbres. Exactement une planche de sciences naturelles quand j'étais à l'école. Eh bien, j'ai eu des explications. Vous avez cette femme qui était avec, qui se lavait les fesses avec ses urines. Pourquoi qu'elle faisait ça? Parce que quand on est dans le camp, on apprend tout de suite tout ce qu'il faut faire ou pas faire. Tout de suite, elle est au courant. Et cette femme qui voulait aller aux toilettes, eh bien, celle qui se lavait les fesses, elle essayait de se sauver, de passer au travers de la sélection. Les nazis, vous êtes rentrés dans le camp parce que vous avez eu de la chance, vous avez passé au travers de la première sélection. Quand on arrivait, vous vous rappelez, on vous met 5 par 5, et puis les femmes qui sont fatiguées, les femmes qui sont grosses, les femmes qui sont maigres, on les fait monter sur les camions pour les tuer. Mais quand vous avez passé au travers de cette sélection, il ne faut pas croire que vous êtes sauvés, parce que quand vous êtes dans le camp, ils ont besoin de place. Quand les convois arrivent, quand un transport arrive, il va amener des gens en bonne santé. Celles qui ne sont pas en bonne santé, elles vont être éliminées en arrivant. Alors, celles qui sont en bonne santé, elles vont rentrer dans le camp, mais le camp, il est limité pour les places. Eh bien, comme il n'y a pas de place pour tout le monde, on va éliminer celles qui ne sont pas bien portantes pour laisser la place à celles qui sont bien portantes. Ça fait que quand on est dans le camp, on essaye d'être toujours à peu près bien portant. Et quand il y a une sélection, on vous met nu et les officiers vous regardent, ils vous font tourner. Pourquoi ils vous font tourner? Parce que s'ils aperçoivent quoi que ce soit sur votre corps, attention, c'est la chambre à gaz. Alors, les femmes, on leur avait appris que dans les urines, il y a un produit qui, si au contact des plaies qu'on peut avoir, arrive à cautériser. C'est des plaies superficielles. Si elles sont très très profondes, on n'y arrivera pas. Mais si elles sont superficielles, les urines, il y a un produit dans les urines qui fait que ça cautérise les plaies superficielles. Donc cette femme qui se lavait les fesses avec ses urines, c'était parce qu'elle ne voulait pas avoir de plaies qui s'infectent. Et celle à côté qui était tellement maigre, alors elle, c'est le contraire. Elle, il y a une sélection, vous êtes nus, eh bien les premières qui vont partir dans les chambres à gaz, c'est les personnes qui sont très, très maigres. Et on est vite très, très, très maigre. La nourriture est infecte, très, très légère. Eh bien, si déjà vous êtes arrivé, vous n'étiez pas grosse, eh bien, au bout d'un mois, vous êtes squelettique. Et quand vous êtes squelettique, alors je peux vous dire, squelettique, c'est d'être comme ça.
Eh bien, quand on est comme ça, quand il y a une sélection, les officiers voient quelqu'un avec un corps comme ça, eh bien, elle est trop maigre, elle ne peut pas travailler, eh bien, on va la tuer. Donc, la sélection, on avait toujours peur. Moi, j'ai eu la chance, c'est que j'ai toujours pensé que j'étais grosse. On n'avait pas de glace, hein. On ne se voyait pas, on voyait les copines. Alors, mon image, j'étais toujours rondouillarde. Donc, même si je ne l'étais plus, quand je suis rentrée à la maison, que je me suis vue dans une glace, j'ai eu peur. Ah mais si, j'étais vraiment bonne pour une sélection. Mais dans ma tête, l'image que j'avais de moi, c'est quelqu'un qui était un peu rondouillard. J'ai toujours cru que j'étais rondouillarde, je ne l'étais plus. Hein. Et maintenant, ça y est, on est rentré. Alors, on a fait nos besoins, c'était affreux. On a été habillés affreux. Et maintenant, on va nous emmener dans la baraque où on va les loger. On rentre dans une baraque. Il y a la chef de la baraque, c'est la Blokova. Elle nous accueille en nous faisant un speech. Vous êtes ici pour ne plus en sortir vivante. J'ai le droit de vie ou de mort sur vous, puisque de toute façon, vous ne sortirez pas vivante. Mais aucune de nous n'a entendu ce discours. On venait de nous avoir rasés, on était mal habillés, on était sales. Donc tout ça, je suis sûre que personne n'a entendu ce qu'elle disait. Mais cependant, elle nous le disait. Et elle nous emmène par petits groupes devant des espèces de niches qu'on appelle koya. Alors, est-ce que vous avez trouvé les niches ? Alors, les niches. On rentre dans un bâtiment. On va le mettre. Attendez, non, on va le mettre là, sinon les gens. D'accord. Elle ne sait pas qui elle a affaire. Hein. Alors, on rentre dans une baraque. Cette baraque est partagée en espèces de niches. Ces niches, ça s'appelle des koyas. La Blokova plutôt. La Blokova, c'est la femme qui va être responsable de la baraque. Elle nous emmène par petits groupes et elle nous met 18 devant une rangée de koyas. Ça veut dire que 18, il y a 3 niveaux, ça veut dire qu'on est 6 par niveau. Comme on est 6 par niveau et qu'une koya, ça a peut-être 1,50 m sur 1,50 m, elle nous explique, vous ne pourrez pas être tous les 6 côte à côte, il y en aura 3 dans le fond et il y en aura 3 devant. Dans le fond, devant, quand on voit l'état de la paillasse qui est là, quand elles étaient neuves, certainement que c'était une paillasse, c'est de la paille, certainement que c'était très joli. Maintenant, ça n'a plus de couleur parce que ça a tellement servi. Maintenant, quand elles étaient neuves, certainement qu'il y avait une certaine épaisseur. Maintenant, il n'y a plus rien. On dort carrément à l'enveloppe de cette paillasse sur le sol qui est de bois. On est 6 par koya, donc on est 3 et 3. On est à 1,50 m de superficie, on est collés les unes contre les autres. La seule chose qui nous sépare, c'est les pieds de celles qui sont en face. Alors, vous avez les pieds de celles qui sont en face devant votre nez, devant vos lèvres, et ce sont des femmes qui ne se sont pas lavées pendant 3 jours, 3 nuits. Donc, on a des pieds sales, mais on a leurs pieds, mais elles aussi, elles ont leurs pieds. Donc, normalement, on devrait être dégoûté, écœuré. Eh bien, moi, je me suis endormie tout de suite. Quand on nous a réveillés le lendemain matin, j'avais l'impression de ne pas avoir dormi. Alors, vous êtes mal habillés, d'accord, mais quand on se couche, on ne dort pas tout habillé. Donc, on s'était donné la peine d'enlever les robes qu'on avait dessus, ou la jupe ou le pull vert. Il n'y a rien pour accrocher les affaires. Il n'y a pas d'armoire, rien du tout. Alors, on les plie, on le met sous nos têtes. Mais sous nos têtes, on a aussi les chaussures. Donc, chaussures, vêtements. Je vous dis, je me suis quand même endormie
immédiatement. Et à peine j'ai dormi, que je crois qu'on m'a déjà réveillée. En effet, le réveil est à 3h30, 4h du matin. La Blokova passe dans les rangs, commence à frapper tout le monde pour les réveiller. Alors, la bonne place que j'avais, parce que moi j'étais au bord de l'allée, donc j'avais un petit peu d'air et un petit peu de lumière, eh bien oui, mais celle qui n'a pas reçu les coups, c'est celle qui était dans le fond de la Koya, pas celle qui était au bord. Alors maintenant, ça y est, c'est tout de suite l'appel, il faut tout de suite être habillé. Eh bien, naturellement, on s'est déshabillé, il faut retrouver les affaires, elles ne sont pas accrochées, on ne peut pas rester toute droite dans la Koya, on ne peut être qu'assise. Et si on est assise, il faut même avoir les genoux, la tête presque sur les genoux. Alors, vous pensez que ce n'est pas confortable pour s'habiller, le temps qu'il faut récupérer vos affaires, vous sortez de la Koya, vous vous habillez, eh bien, on n'est pas assez rapide, on a toutes reçu des coups, et quand on reçoit des coups, on comprend la douleur, eh bien, on ne s'est jamais déshabillé après. On s'est déshabillé une fois, et puis après terminé. Alors, au début, on est en quarantaine, ça veut dire qu'on n'a pas le travail obligatoire. Comme le travail n'est pas obligatoire, il n'y a personne. La CAPO vient chercher des volontaires pour travailler, ben vous pensez bien qu'il n'y a pas de volontaires. Alors, elle vous prend de force. Et comme la CAPO vous prend de force, ça veut dire que les coups vont pleuvoir. C'était le premier personne que j'ai vue frapper comme ça, j'oublierai jamais. Je suis avec une dame qui n'est pas très jeune, elle est plus âgée que moi. On a une corvée à faire. La capo nous a emmenés dans une baraque. Elle nous a donné une espèce de brouette, un plateau plutôt, un plateau un peu creux, sans roue. Il y a des poignées aux extrémités, une devant, une derrière. Elle nous amène devant un tas de pierres. Elle nous explique avec les mains, parce qu'on ne parle pas la même langue, il faut remplir le trag, ça s'appelle un trag. Il faut courir pour le vider, courir pour le remplir. Et on a fait ça 3-4 fois. Mais 3-4 fois, les 2 premières fois, c'était plein, c'était lourd. La 3e fois, on ne voit pas la capo, elle s'est planquée, on ne la voit pas, on ne va pas remplir le trag. Mais la capo s'est aperçue qu'on ne remplissait pas le trag. Elle nous est tombée dessus. Elle a commencé, il y a la dame qui était avec moi, elle est devant, elle commence à nous disputer en polonais ou en allemand, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame? Parle français, je te comprendrai. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on n'avait pas le droit de leur adresser la parole. Ils avaient tous les droits sur nous, mais nous, on doit se taire, on doit accepter les coups. Alors, comme on ne sait pas, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit hey, tu sais, je pourrais être ta mère. Ah ben oui, mais tu pourrais être ta mère, mais en attendant, tu n'es pas ma mère. Et elle veut la gifler. Instinctivement, cette dame, elle lui retient la main, mais on n'a pas le droit. Il faut se laisser gifler. Elle a commencé à battre cette femme. C'est la toute première fois que j'ai vu comment un être humain, après on y est habitué, mais la toute première fois, elle commence à lui donner une gifle tellement forte, parce que tous ces capots, je ne sais pas d'où elles sortent, elles ont des mains, c'est des battoirs. La gifle qu'elle lui donne, cette pauvre femme, elle tombe. Eh bien, elle est par terre. Elle continue à lui donner des coups de botte dans la tête, dans le ventre. Mais c'était une vraie furie. Cette pauvre femme, l'arcade ouverte, la lèvre ouverte, elle saigne. Vous croyez que ça l'a fait arrêter de frapper? Non. Et moi, j'étais là. La peur m'avait paralysée. Je gardais cette espèce de trac dans les mains. Il y avait 3 pierres dedans. Elle était à mes pieds et je ne savais dire en allemand, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Nichts verstehen.
Nix Fachten, elle a continué à la frapper. À un moment donné, elle en a eu marre de frapper. Elle l'a remis sur ses pieds et elle nous a obligés de terminer la journée de travail. Les journées de travail terminaient à 18h. Elle nous a obligés jusqu'à 18h, remplir le trac, aller le vider, courir. La pauvre fille avait l'arcade ouverte, le sang avait séché sur sa figure, on avait les mains en sang. Quand on est arrivé dans la baraque, celle qui n'avait pas travaillé, puisque ce n'était pas obligatoire, eh bien, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée? Ben non, on a expliqué, non, elle n'est pas tombée. Elle n'a pas simplement travaillé comme il fallait. Je vous garantis que ces coups, on les a reçus une fois, et après, moi je sais que j'ai fait très très attention pour ne pas être prise et pour ne jamais recevoir les fameux coups qu'elle a reçus, cette pauvre fille. Alors, on est d'abord en quarantaine. On va rester dans ce camp, non pas 40 jours, mais un petit moment, pour nous apprendre ce que c'est que la discipline dans un camp d'extermination. Et puis après, on va aller dans un nouvel endroit du camp. Ça s'appelle le lager A, c'est le camp de quarantaine. Le lager B, c'est le camp où on va travailler. Alors là, en principe, vous avez un travail, vous allez le garder jusqu'à la fin. Mais quelquefois, on a la chance de trouver quelqu'un dans le camp que vous connaissez, que ce quelqu'un que vous avez trouvé a un travail plus intéressant que le vôtre. Quelquefois, elle va réussir à pouvoir vous emmener avec elle. Mais c'est très rare. Alors, une fois qu'on travaille, le travail est très, 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 très dur. Heureusement, il y a toujours un moyen de ne pas travailler. Vous pensez bien qu'il n'y a pas une capot derrière chaque déporté. Donc, quand on peut échapper à la surveillance, eh ben, on arrête de travailler. Il y a toujours quelqu'un qui va surveiller et qui vous prévient quand la capot ou quand un soldat va arriver. Alors, il prévient et hop, on se remet à travailler. Mais si on avait travaillé au rythme qu'il voulait, il y aurait plus personne ne serait rentré. Alors moi, j'ai travaillé dans ce commando jusqu'en novembre 44. En novembre 44, des ouvriers, des commandants d'usine vont venir. Ils veulent des ouvrières. Tous les Allemands qui étaient capables de tenir un fusil sont sur le front, mais il faut que les usines tournent. Ils ont besoin d'armes, ils ont besoin de pièces détachées pour remplacer celles qui sont usées. Ils vont se servir des déportés pour travailler. Et ça a vraiment été une très grande chance. Je vais quitter... Alors, au début, je suis à Birkenau, camp de la mort. Birkenau, camp de la mort, je vais le quitter en novembre 44. En novembre 44, je suis là depuis avril 44. En novembre 44, je vais quitter Birkenau pour aller travailler à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, c'est un camp de concentration. C'est plus un camp d'extermination. Il y a beaucoup de morts à Bergen-Belsen, mais ils sont morts de leur propre mort. Les chambres à gaz, il n'y en a plus. Alors, je ne suis pas morte à Bergen-Belsen. On ne travaillait pas à Bergen-Belsen. Donc, tu ne travailles pas, eh ben, on ne te nourrit pas beaucoup. Et à Birkenau, on était très peu nourris, ben alors à Bergen, c'est encore pire. Alors, à Bergen, normalement, il aurait dû y avoir une très grande discipline. Mais il n'y a pas assez d'officiers pour nous surveiller. Ça fait que quand on distribuait la nourriture, alors qu'à Birkenau, vous êtes à une place, vous n'avez pas le droit d'aller plus devant ou d'aller derrière, votre place, vous devez la garder, et bien à Bergen, c'était pareil, mais comme il n'y a personne pour nous surveiller, vous pensez bien que ceux qui sont débrouillards vont se passer de ça. Et
quand il y avait une distribution de pain, par exemple, nous, ceux qui sont habitués à la discipline de Birkenau, on est les unes derrière les autres sans bouger. Vous avez un groupe de filles qui va arriver, elles vont plonger dans le tonneau, elles vont partir avec plusieurs rations de pain, et vous, qu'attendiez votre tour bêtement, ben, il n'y a plus de pain. À Bergen-Belsen, vraiment, ça a été très très dur pour la nourriture, parce qu'il fallait être débrouillarde, et moi, je ne l'étais pas. J'ai la chance... Ginette, s'il vous plaît, est-ce qu'il serait possible que des élèves posent des questions? Parce que, et qu'on reprendra ensuite, parce que ensuite ils doivent ensuite prendre un bus et repartir. Vous voyez comment on apprend aux gens d'être polis? On m'interrompt. Non, vous avez raison. Moi, je suis dans mes souvenirs et je peux vous dire que tout ce que je vous dis, je suis en train de le voir. Mais c'est vrai, il y a des questions à poser, alors allez-y. Qu'est-ce que vous mangiez dans les camps quand vous étiez là-bas? Alors, c'est très bien de poser cette question. Le matin, au réveil, c'était 3h30 du matin qu'on se réveillait. On avait une espèce de liquide qu'on appelait café, parce que c'était une espèce d'un breuvage marron. Voilà, alors on l'appelait café. Alors vous aviez la valeur, non pas d'un grand truc comme ça, mais la moitié, c'était ce liquide qu'on appelle café. Et puis vous allez travailler jusqu'à midi, 1h, je ne sais pas exactement, je ne m'en rappelle plus. Et là, vous allez avoir la distribution de la soupe. Alors, le café, il est distribué par la Blokova. La Blokova, c'est celle qui dirige la baraque. À midi, on est au travail. Donc, c'est la Capo qui va distribuer la nourriture. La nourriture, c'est de la soupe. On a une soupe. La Capo devrait, normalement, si elle est régulière, remuer le tonneau qu'on lui a amené pour qu'elle nous le distribue, remuer le tonneau, comme ça, il y a un petit peu de légumes qui se retrouvent dans la louche. Elle ne risque pas de remuer le tonneau, la Capo, parce qu'elle sait que tout ce qui va rester dans le fond du tonneau, c'est pour elle et ses copines. Donc, elle ne risque pas de le remuer. Ça fait qu'on a encore de l'eau qui a changé de couleur et qui s'appelle soupe. Là. Si la Capo vous sert, dans ce qu'elle vous a servi, il y avait un petit quelque chose qui flotte. Un petit bout de viande peut-être, un petit bout de légumes peut-être. Normalement, il n'y a rien. Mais admettons, la Capo a tous les droits sur vous. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a préparé, avant de distribuer la soupe, pour elle, un petit récipient. Et quand elle trouve quelque chose dans ce qu'elle vous sert, elle le prend et elle se le met de côté pour elle. Je suis dans un rang, devant moi, il y a une dame, on lui sert sa ration, il y a un petit bout de quelque chose qui flotte dans la... C'est pas une louche, hein. C'était pas des louches. On nous servait avec un morceau de bois qui était attaché à une boîte de conserve. Et à l'époque, les boîtes de conserve, pas comme maintenant, bien qu'elles étaient vides, elles rouillaient. Et ben voilà, on était servi dans un truc comme ça. Donc, elle sert la louche de soupe pour celle qui est devant moi. Et dans cette louche, il y a un petit morceau de quelque chose qui flotte. La Capo, qui a tous les droits, prend le petit bout qui flotte pour le mettre dans sa petite boîte qui est à côté d'elle. La fille, elle râle. Mais dis donc, c'est à moi ça? Ah, c'est à toi ça. Sa louche de soupe qu'elle attendait depuis le matin, elle la prend, elle la jette par terre, et bien, puisque c'est à toi, et bien, lèche, pauvre fille. Elle n'a pas mangé sa soupe. Et moi qui étais derrière, je disais, eh bien, tu peux te laver les mains dans ma soupe, je ne dirai rien. Ils nous ont par la peur, ils nous avaient par la peur. Alors, ça, c'est en quarantaine. Après, on travaille. Alors, quand on travaille, en principe, on mange un petit peu mieux. Alors là, je fais hurler des copines parce que je dis, on avait un supplément.
j'avais un supplément de nourriture une fois par semaine. J'en suis sûre, parce que j'ai jamais goûté à ce supplément. On m'avait donné la combine. Tu vas dans un... Il y avait un hôpital dans le camp. Il y avait des gens qui sortaient de l'hôpital, on les mettait directement au travail, et les pauvres, elles mouraient quelques jours après. Mais il y avait aussi des médecins qui étaient de la même nationalité que les malades. Ben, comme c'était des compatriotes, ils respectaient un peu. Ça fait que quand elles étaient encore pas guéries, mais en convalescence, par exemple, eh bien, ils les mettaient dans une baraque de convalescence. Et on m'avait donné le tuyau. Dans cette baraque, ils ont droit à une nourriture différente pour qu'elles se retapent. Tu vas là-bas, ce qu'elles veulent, c'est ce que tu as toi, ton supplément. Alors, qu'est-ce que j'avais comme supplément? Une semaine, c'était une petite tranche de saucisson. Et la semaine d'après, c'était une cuillère de marmelade. J'ai dit semaine, hein, je n'ai pas dit tous les jours. Une journée par semaine, j'avais un supplément. Et j'ai des copines, mais non, on n'a jamais eu de supplément. Ben si. Alors peut-être parce que j'avais un travail assez dur et peut-être que les nazis reconnaissaient que le travail qu'on faisait méritait quand même un petit supplément. Eh bien, j'ai jamais goûté le supplément. J'allais présenter dans ce baraque de convalescente ce que j'avais, c'est-à-dire une petite tranche de saucisson très très fine ou une petite cuillère de marmelade qui était faite avec de la betterave. On trouvait quelquefois un petit peu de betterave. Et ces femmes me donnaient leur nourriture. Et qu'est-ce que c'était que leur nourriture pour se retaper? C'était des pommes de terre en robe des champs, des pommes de terre cuites à l'eau. Ça, c'était quand même pas mal, ça. Seulement, ces salauds de nazis les faisaient tellement cuire que dans le chaudron où il y avait ces pommes de terre, toute la pulpe de la chair était partie dans les égouts et il restait que les épluchures. Eh bien, moi, j'allais voir dans cette baraque, les filles recevaient une poignée d'épluchures de pommes de terre. Eh bien, moi, je leur donnais ma petite tranche de saucisson ou je leur donnais ma petite cuillère de marmelade qui aurait fait un quart de seconde dans la bouche et puis je ne sens plus le goût. Eh bien là, j'avais une poignée d'épluchures. J'avais fait un beau gueuleton. Eh bien, je continue à manger les épluchures maintenant. J'ai quitté Birkenau pour aller travailler à Bergen-Belsen. Ça a été la chance de ma vie. Bergen-Belsen, c'est un camp de concentration. Il n'y a plus de chambre à gaz. On n'a plus à avoir peur de la mort. Il y a eu énormément de gens qui sont morts à Bergen-Belsen, mais c'était de leur propre mort, plus de chambre à gaz. Alors, il y avait des épidémies. Je crois qu'il y a une autre question au fond, là, avant qu'il s'en aille. Alors, allez-y, la question. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont nés là-bas? Il y en a certainement qui sont nés là-bas, mais on les a tués tout de suite. Mais quand ils sont nés là-bas, c'est par erreur. Parce que quand on était nus et qu'on rentrait dans le camp, une femme qui était enceinte, elle partait dans les chambres à gaz. Mais quelquefois, ça ne se voyait pas. Et c'est vrai qu'il y a eu des femmes qui ont accouché. Eh bien, on a tué devant elles leur bébé. Et comment on les a tués? En les fracassant contre le mur. Comment vous avez fait pour vivre normalement après ce que vous avez vécu quand vous êtes rentré chez vous? On me la pose souvent, cette question. Mais moi, j'ai eu la chance, au retour, de retrouver ma famille. Donc, j'ai eu le temps de me refaire un mental, alors que ceux qui ont été obligés de rentrer et tout de suite, il n'y a personne pour les aider, eh bien, il faut tout de suite qu'ils se débrouillent, qu'ils trouvent du travail et tout. Bien, ceux-là n'ont peut-être pas le même mental que moi. Moi, j'ai eu la chance de retrouver ma famille. Ma famille avait retrouvé notre appartement. C'est beaucoup de choses qui ont permis que j'ai pu me remettre facilement à une vie normale. Alors, peut-être que je ne l'ai pas fait si facilement, mais que je ne m'en rappelle plus, ça se peut aussi. Hein. Il y a des choses qu'on oublie. Mais je me vois très vite. Alors, au début, c'est vrai, je me relevais la nuit, parce que mes sœurs, naturellement, vivaient normalement.
elles n'aiment pas quelque chose, elles ne le mangent pas, ça reste dans la, dans l'assiette, eh bien, on le jette. Et moi, alors les premiers jours, je leur faisais la guerre. On ne jette pas la nourriture, c'est trop précieux. J'ai trop mangé. J'ai jamais dit que j'ai trop manqué de nourriture, mais je n'acceptais pas qu'on. Non, on ne jette pas la nourriture. On le met de côté pour le lendemain, je ne sais pas. Et quelques jours, elles acceptent mes remontrances et elles font un effort. Et puis après, oh Ginette, écoute, tu nous casses les pieds. Tu n'as pas envie de manger, tu as envie de manger, fais ce que tu veux, mais nous, on continue. Et voilà. Mais moi, encore maintenant, chez moi, je ne jette aucune nourriture. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous évader des camps de concentration? Ah non, alors ça, c'était même pas question de... Il était impossible, hein, impossible. Parce que nous, quand on est arrivés, à des kilomètres à la ronde, il n'y avait pas un toit. C'était le camp, donc comment qu'on aurait fait pour se sauver? Mais par contre, maintenant, quand on va à Birkenau-Auschwitz, on se dit, ils auraient pu se sauver. Parce que c'est vrai, autour du camp, il y a des villages qui se sont installés et il y a plein d'habitations. Hein. Mais quand, à mon époque, quand le train est arrivé, quand on venait de France, on s'arrêtait dans un lieu, on appelait ça la Judenrampe. Il n'y avait rien à des kilomètres à la ronde. Alors, c'est là qu'on faisait la sélection, les trains se vidaient, on était sur le quai, et c'est là que alors, au départ, on est tous mélangés, on descend des wagons, on est tous mélangés, hommes, femmes, enfants. Après, on demande de séparer les hommes des femmes et des enfants. Et puis, quand on est séparés, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre, c'est là qu'on vous dit tel âge, tel âge, tel âge. Alors, on ne vous demande pas votre âge, on vous regarde et c'est au coup d'œil qu'on vous évalue. Tu montes sur les camions ou tu vas à pied. Si tu montes sur les camions, on apprend que c'est la mort. Si on va à pied, ça sera peut-être la mort plus tard, mais pas tout de suite. Je voulais vous demander, qu'est-ce que ça vous fait de raconter votre histoire comme ça à des jeunes qui n'ont pas connu la guerre et qui vivent en paix? Écoutez, c'est une bonne question, mais je ne me la pose pas. Quand j'ai commencé à faire ces témoignages, j'étais dans une association qui s'appelle l'Union des déportés d'Auschwitz. Le président de mon association emmenait des élèves en Pologne, accompagnés d'un petit groupe de déportés. Ces petits groupes des déportés, c'était toujours les mêmes. Un jour, il y en a une qui tombe malade, donc il y aura un quart où il n'y aura pas de déportés. Il me demande de la remplacer, mais moi, je n'ai jamais fait ça. Pour moi, je ne saurais pas parler, je ne saurais pas le dire. Alors, pendant 2-3 fois, il m'a amené avec lui dans les écoles, j'ai vu comment il faisait, et c'est arrivé comme ça. Alors, maintenant, la première fois, quand je suis arrivée dans le camp de Birkenau, je pensais que jamais je pourrais supporter ça. Il y a trop de mauvais souvenirs. Eh bien, en fin de compte, alors que c'était quand même... Je parle de ça il y a 50 ans. Et depuis, il y a eu encore des transformations. Quand j'ai vu le camp de Birkenau comme il était quand je suis retournée là-bas, mais non, c'est pas du tout, moi, le souvenir de Birkenau, la crasse, la saleté, la méchanceté, c'est des coups, c'est des cris, c'est des hurlements. Et là, vous voyez un endroit impeccable. Il y a des fleurs dans les champs, quelquefois, sur les terrains. Quelquefois, vous apercevez même un lièvre qui court, une biche. Il y a des bois maintenant. Avant, il n'y avait même pas de bois, même pas d'oiseaux, rien de tout ça. Et donc, je vois des choses comme ça. C'est pas le Birkenau que je connais. Alors, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Rien du tout. J'étais dans quelque chose que je ne connaissais pas. Alors, je pense qu'à tous mes camarades
d'un côté, on a cette réaction, mais de l'autre, quand même, on se rappelle les camarades qu'on a laissés. Moi, j'ai laissé des camarades, mais surtout, c'est que j'ai laissé mon père, mon frère, mon neveu, ma sœur aînée. Mon père et mon petit frère, ce sont les seuls que je sais comment ils sont morts. Les autres, je ne sais pas. Comment avez-vous eu la force de résister Alors, dans cet enfer? Eh bien, écoutez, chaque fois que je raconte mon histoire, je me dis comment qu'on a pu faire, comment qu'on a pu... Mais il y en a tellement qui sont restés. Moi, j'ai qu'un seul mot, la chance. Alors, naturellement, ce que vous pouvez croire, vous, c'est qu'elle raconte que c'était tellement dur et tout, mais si elle est restée, si elle est vivante, c'est peut-être qu'elle était du côté des bourreaux qui ont fait souffrir. On peut peut-être penser ça de moi. Et moi-même, d'ailleurs, un jour, je vais avec un monsieur et il me dit, moi, je suis resté 3 ans. Eh bien, je suis mauvaise langue. Je dis, eh bien, pour rester 3 ans dans un endroit comme ça, mon pote était un capot. Eh bien, pas du tout. Il était aux cuisines. Mais il aurait pu rester 10 ans, 20 ans. Alors, ça, c'est encore des étiquettes. Moi, la seule chose que je dis, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que j'ai toujours été là au moment où il le fallait. J'ai eu de la chance parce que quand on a commencé à évacuer Birkenau, j'étais là ce jour-là et je suis partie à Bergen-Belsen. J'ai eu de la chance, pourquoi ? Quand on a commencé à évacuer Bergen-Belsen pour aller travailler en usine, j'étais là et j'étais travaillé en usine. Si j'avais pas quitté si j'avais pas été à Bergen-Belsen, je restais dans le camp de Birkenau jusqu'en janvier 1945, alors que moi je l'ai quitté en novembre 1944. En janvier 1945, il y a l'évacuation de Birkenau-Auschwitz à pied, à travers la Pologne, à travers l'Allemagne, des femmes qui n'ont rien sur le dos, rien aux pieds. Elles marchaient au départ avec des espèces de planches en bois où on avait mis une tige en tissu pour tenir un petit peu, ça les blessait et tout. Elles ont tiré ses chaussures et elles étaient dans la neige, donc les pieds gelés. Elle raconte quand elles étaient dans un petit village, les soldats viraient les Polonais qui étaient dans leur ferme, prenaient la place, et lui et eux, les Polonais qui étaient virés, ils allaient dans leur grange, s'il y avait les déportés, eh ben, ils les viraient et ils prenaient leur place. Eh bien, il y a beaucoup de camarades qui disent, quand on sortait de la grange, nos copines, on les trouvait mortes, gelées. J'ai eu la chance d'échapper à tout ça. Moi, je ne sais que dire chance, chance, chance. Bonjour, moi je voulais savoir comment vous avez su que la guerre elle était terminée. Ah ben, j'étais à Theresienstadt, j'ai appris que la guerre était finie. Je ne sais pas comment, je ne pourrais pas vous le dire. Ce que je sais, c'est que je suis très très malade. J'apprends que la guerre est finie. Comme je me sens très malade, eh bien, je me pense que je vais être opérée. Parce que pour moi, je n'ai jamais pensé retrouver ma famille. Pour moi, toute la famille avait été arrêtée. Donc, je ne pense pas retrouver ma famille. Mais ce que je pense, c'est qu'on va me soigner. Donc, je suis très malade. Je ne pense pas maladie, je pense opération. Et bien, si je suis sur le billard, je suis devant le chirurgien, première chose, vous m'enlevez le numéro. Pas parce que j'ai honte de dire que j'ai été déportée parce que j'étais juive, parce que je ne veux plus penser que j'ai vécu dans un lieu comme ça. Donc, j'aurais aucune preuve, donc j'y penserai plus. Et j'ai jamais été opérée, mon numéro n'a jamais été effacé, mais je peux vous dire que pendant des années, jamais je ne dénudais mon bras. J'avais toujours des manches. Et puis, quand c'était l'été, eh ben, j'avais un pansement
qui cachait mon numéro. Et la première fois où quelqu'un a aperçu mon numéro, c'était au printemps, je faisais les marchés, j'avais une blouse avec une manche un peu large. La cliente à qui j'avais servi quelque chose, je lui rends la monnaie et elle aperçoit quelques chiffres. Ah ben ça c'est pas mal. Vous aviez peur d'oublier votre numéro de téléphone? J'étais tellement en colère. Cette femme, elle n'était pas toute jeune. Elle avait bien la soixantaine. Pour moi, tout le monde était au courant de ce camp. J'ai toujours cru que tout le monde connaissait les camps de Birkenau, de Bergen-Belsen, de tous les camps qu'il y avait. Eh bien, en réalité, il y en a énormément qui ne connaissent pas du tout, qui ne savent pas du tout. Et on arrive à comprendre. Ils ne s'intéressent pas à la politique, ils lisent pas les journaux. Eh bien, l'histoire des Juifs, ça ne les a même pas effleurés. Bonjour, c'était pour demander si vous aviez connu Simone Veil. Ah ben oui, naturellement que je l'ai connue, Simone Veil. Mais attention, je l'ai connue, la première fois que je l'ai connue, on a fait une corvée ensemble. On venait d'arriver, il fallait des volontaires pour faire un petit travail. Volontaires, il n'y en a jamais, puisque ce n'est pas obligatoire. Alors la Capo, on a pris quelques personnes de force, et je suis avec Simone. On a travaillé un petit peu ensemble. Ce jour-là, à un moment donné, il se met à pleuvoir, mais pleuvoir des cordes. Et la Capo, qui a une très mauvaise réputation d'être très méchante et tout, eh bien, on passe par hasard devant un mirador. Il est ouvert parce qu'il est en réparation. La Capo, qui a une très mauvaise réputation d'être méchante et tout, elle voit ce mirador ouvert. Nous, on est trempés, on est gelés. Eh bien, elle nous permet de nous mettre à l'abri le temps que la pluie se calme un peu. À l'abri, se calme. On est debout dans la baraque et puis à un moment donné, c'est trop bête d'être debout. Il y a un peu de paille par terre. On s'assoit. On est collés l'une dans l'autre. On est pour se tenir un peu chaud. On commence à sombrer dans le sommeil. La Capo nous voit partir à dormir. Ah, c'est parce qu'elle a pas dû. Elle veut bien qu'on se mette à l'abri, mais pas pour dormir. Alors, elle nous réveille et elle nous fait sortir pour faire la corvée malgré la pluie. Et elle est tombée en extase devant Simone. Moi, j'étais avec Simone, coincée à la porte. Et elle n'en a que pour Simone. T'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop belle. Je vais t'emmener une autre toilette et puis je te ferai rentrer dans un autre camp qui sera plus facile. Alors, on n'a pas le droit de répondre quand même si on nous dit des choses gentilles, il faut qu'on se taise, il faut qu'on écoute et puis on se tait. Et comme on ne connaît pas encore les lois, Simone, ah non madame, c'est gentil, vous voulez me donner une robe, ça je veux bien, mais je ne veux pas quitter le camp. Moi j'ai ma mère et ma sœur et je ne veux pas les quitter. Cette Capo, qui a une réputation d'être très très méchante, aurait pu dire à Simone, mais dites donc mademoiselle, où est-ce que vous vous croyez? Je vous donne un ordre, vous l'exécuterez. Votre mère, votre sœur, elles se débrouilleront toutes seules, sans vous. Eh bien, elle n'a pas dit ça. Et elle a dit, eh bien, vous emmènerez votre mère et non, elle le tutoyait. Tu emmèneras ta mère et ta sœur. La chance, là aussi, la chance. Et du coup, c'est vrai, ils ont changé de camp. Et ça a été quand même beau. Après, naturellement, ils ont refait la marche à pied, et ça a été très dur. D'ailleurs, c'est là qu'elle est morte, sa mère. Mais moi, par exemple, je suis avec Simone, je suis à côté de Simone, je suis dans la porte, on est écrasés toutes les deux devant cette porte, entre les murs. Eh bien, moi, elle ne m'a même pas regardée. Et je crois que Simone, qui était une brave fille, était un peu gênée
il y en a que pour elle, et puis moi, on ne me regarde même pas. Elle ne me connaît pas, hein, Simone. Je viens d'être déportée comme elle, et puis c'est tout. Et du coup, je crois qu'elle est gênée, et quand la Capot lui a amené, alors combien qu'elle a amené de robes, ça je n'en sais rien. En tous les cas, elle en avait quand même plus qu'une, eh bien, elle m'en a donné une. Et cette robe, moi je dis à Simone, elle ne s'en rappelait pas, mais moi je le sais, tu m'as sauvé la vie avec cette robe. J'avais mauvais moral. J'avais envoyé papa, Gilbert, sur le camion. Et pour moi, le camion, c'était la chambre à gaz. Mon neveu, 14 ans, on sait qu'il brûle les gens qui n'ont pas 14 ans. Donc papa, Gilbert, Jojo sont partis en fumée. J'ai vraiment mauvais moral. On est mal habillé, on est sale, on nous a rasés, j'ai le moral à zéro. Mais j'ai quand même eu la chance d'avoir dans la distribution des vêtements une espèce de vêtements que j'ai appelé chemise de nuit. C'était peut-être une robe, j'en sais rien. Mais cette chemise de nuit ou cette robe, le premier jour, quand je me suis couchée, la couverture grattait, les personnes à côté de moi étaient sales. Je m'étais recroquevillée dans cette robe qui était une chemise de nuit. Eh bien, j'ai pas senti le contact des gens qui étaient sales à côté de moi. Et puis, le jour même, on s'habille, mais je ne veux pas mettre cette... pour moi, c'était une chemise de nuit, c'est ce que j'avais. Donc, je l'ai pliée et je l'ai cachée sous mon matelas. Le lendemain matin, je voudrais retrouver cette chemise de nuit pour la mettre, pour me protéger du contact des... Eh bien, je ne l'ai jamais retrouvée. Ouais, alors, on ne dit pas voler, on dit organiser. Quelqu'un a vu que je la cachais sous mon oreiller, on n'a pas d'oreiller, sous ma tête, et on dort tellement profondément parce qu'on est fatigué que moi je sais combien de fois qu'on m'a volé mon pain, je sentais rien, un sommeil profond. Vous avez des filles qui ont faim, et c'est sûr que c'est pas bien, mais on n'a pas le droit de jeter la pierre sur quelqu'un qui vous a organisé. On ne dit pas voler, on dit organiser. Bonjour à tous. Merci Madame Kolinka d'être venue à Épinal. Ça fait un bien fou de vous voir. Est-ce que vous pensez également du combat de Beate et Serge Klarsfeld? Merci. Est-ce que je peux vous dire que ces deux personnes que vous citez, les Klarsfeld, mais s'ils n'avaient pas été là, je crois que jamais les Juifs auraient su exactement combien de personnes ont été arrêtées, déportées. Vraiment, ils ont fait un travail énorme. Moi, je me rappelle, il y avait eu une exposition sur les enfants qui avaient été arrêtés. Et il y avait les listes par ville. Et je regarde dans le Vaucluse, eh ben, il n'y a pas la trace du tout de mon neveu et de mon frère. C'est un enfant. Il a été arrêté à Avignon, ça devrait être sur la liste. Eh bien, il y avait quelqu'un qui s'occupait des archives. Eh bien, grâce à Klarsfeld, tout de suite, ils ont trouvé le dossier. C'est vrai, il ne l'avait pas. Et comment qu'il a fait, Klarsfeld? Eh bien, dans les cimetières, la plupart des Juifs mettaient sur leur tombe, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y a des morts qui sont là en dessous, mais morts en déportation. Et il a relevé comme ça toutes les identités des personnes qui avaient mis... Alors, sur la tombe de famille, ma mère avait fait mettre un espèce de livre en pierre, et il y avait marqué le nom de mes neveux, de mon père, de tous ceux qui étaient restés. Eh bien, il a relevé tous ces noms-là. Donc, ce Klarsfeld est vraiment... On peut le remercier parce que grâce à lui, on a retrouvé énormément de traces de personnes qu'on n'aurait jamais pu savoir.
Qu'est-ce qui vous donne cette énergie, cette volonté de vouloir transmettre tous vos savoirs et vos souvenirs à nous, les jeunes générations? Eh bien, là encore, c'est pareil. Je ne calcule pas, je ne dis pas. C'est très agréable. Je suis là, on fait des échanges, il y a des bonnes questions. Ça me suffit. On n'est pas obligé de vouloir répondre à plein de questions. Moi c'est comme ça. Bon, eh bien, écoutez, merci. Ça me gêne beaucoup. Il faut s'asseoir parce que... Alors, il faut s'asseoir parce que ça la gêne beaucoup. Donc c'est ce qu'elle dit. Donc, par contre, est-ce que quelqu'un m'accompagnerait pour chanter le chant des marais? Est-ce que quelqu'un le connaît? Parce que, vous voyez, il y a des moments comme ça, comme maintenant, où j'éprouve le besoin de le chanter, cette chanson qui est extraordinaire, je trouve. Oui. Vous la connaissez? Alors voilà. Loin dans l'infini s'étendent de grands prés marécageux. Pas un seul oiseau ne chante dans les arbres secs et creux. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher. Bruit des pas et bruit des armes, sentinelles jour et nuit, et du sang des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté, chérie, je dirai tu es à moi. Ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer. Merci.